Ouverture d'un séminaire sur l'éthique et la déontologie militaire au sein des forces armées de la RDC par le chef de l'État. Ce dernier a appelé à plus de discipline. G5A appelle à 15 journées de deuil et ville morte. C'est à la suite de la barbarie des groupes armés en Ituri. Le vice-gouverneur de l'Ituri invite par contre la population à ne pas suivre cet appel. Détail dans ce journal. Environ 400 maisons d'habitation et 3 écoles incendiées. C'est suite à un conflit de pouvoir coutumier au territoire de Malemba-Nkulu dans le Haut-Lomami. Décès ce vendredi du président des Émirats Arabes Unis, Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, à l'âge de 74 ans, annonce faite par les autorités. C'est déjà le début du week-end et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. L'actualité, c'est d'abord l'ouverture d'un séminaire sur l'éthique et la déontologie militaire au sein des forces armées de la RDC par le chef de l'État. Devant les généraux de l'armée et les autorités de police, Félix Tshisekedi a appelé à plus de discipline, fustigeant au passage toute mauvaise pratique qui gangrène les forces armées de la RDC. Suivez ce reportage de la presse présidentielle. La motivation de la cérémonie de ce jour était bien fournie, autant que les honneurs militaires rendus au commandant suprême de forces armées de la République. Ce séminaire sur l'éthique et la déontologie vient répondre à un besoin pressant de lutter contre la culture d'immoralité qui s'est installée dans l'armée depuis quelques décennies et qui compromet dangereusement l'identité positive et l'intégrité du pays. Former les commandants pour qu'ils deviennent des modèles pour les hommes de troupe, c'est l'objectif que poursuit ce séminaire qui réunit tous les officiers militaires à renseigner le chef d'état-major général de forces armées de la République qui en appelle à une participation active. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a pour sa part mis l'accent sur les codes de déontologie, autrement règlement militaire, vieux de 57 ans et qui nécessite une révisitation. Népotisme, affairisme, clientélisme ou encore favoritisme politique, Gilbert Kabanda a énuméré sans gêne tous les comportements anti-éthiques qui déplument l'armée. Le commandant suprême de forces armées de la République, lui, n'a eu besoin d'aucune figure de style pour transmettre sa pensée à ce séminariste. Il y a eu des informations qui me sont parvenues qui font état de combines entre certains officiers de nos forces armées et certains groupes armés. Je n'accepterai pas que des individus soient en train de sortir de l'éthique pour aller combiner avec des forces négatives afin de combattre d'autres forces négatives. Ce séminaire est l'une ou sinon la dernière opportunité pour les officiers qui piétinent l'éthique et la déontologie militaire de reprendre le bon chemin, a martelé le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sécurité dans ce journal, les familles et communautés victimes de la barbarie des groupes armés en Ituri réunis au sein de la structure dénommée G5A ont lancé un appel à toute la population de l'Ituri à observer 15 journées de deuil et ville morte, soit de ce 13 au 27 mai prochain. Une mesure prise pour protester contre la persistance de l'insécurité dans cette province. Et de son côté, le vice-gouverneur de la province assurant l'intérim de son titulaire en mission ici à Kinshasa invite toute la population à ne pas suivre cet appel. Par contre, à la ville morte lancée par un groupe de gens et vaquer normalement à ses occupations. Par la même occasion, le commissaire divisionnaire Benjamin Alonga rassure la population que les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre pour éradiquer définitivement alors les groupes armés qui continuent d'endeuiller la province. Les différentes couches sociales et politiques de l'Ituri s'est profondément touchées par la violence perpétrée dernièrement par les groupes armés locaux et étrangers à Irumu, Djougou et sur la RN4 à Mombasa. Les cas le plus récents sont ceux du massacre de civils le dimanche 8 mai au camp Blanquette dans la région de Mungwalu et les camps de déplacés de l'Oda. Le 9 mai 2021, Spanda, des habitants interrogés désapprouvent l'idée de la ville morte comme solution au problème sécuritaire en Ituri.
Rester à la maison, ce n'est pas une solution. Même si nous restons à la maison, il y a toujours le problème, car nous vivons au taux du jour. Vendre en cours de route nous permet à nourrir nos enfants et les scolariser. Rester pendant 2 semaines sans rien faire, les enfants deviendront des enfants de la rue. Le notable Pascal Dudanga Cavarios et le député provincial honorable Pascal Kakora Kibagouma appellent à la conscience collective du peuple iturien et à faire confiance aux forces armées pour faire échec à l'ennemi. Que l'État congolais, à travers son Premier ministre, s'assigne en mettant assez de moyens pour l'Ituri et le Nord Kivu, afin que l'Ituri soit aussi en paix comme les autres provinces. Le message que nous allons lancer à la population de se désolidariser aux groupes armés, c'est-à-dire de ne pas apporter de soutien aux groupes armés, de ne pas leur fournir des informations, de ne pas les cacher et de ne pas les aider durant les opérations. Au vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, agissant en lieu et place de son titulaire à mission, d'inviter la population de l'Ituri à vaquer normalement à ses occupations. Tosala musala, ville morte ezali solution te. Ba oyo basi batanga, baza ba licencié, ba docteur, bozo ba ville morte bano baza na primaire, ba kene classe te. Lobi bolingi bazala banani, kaka yo tangaka pona manipulaka baninga. Totika makambo wana. Une année après l'instauration de l'état de siège en Ituri, plusieurs avancées significatives en termes d'amélioration de la situation sécuritaire sont à relever. De nombreuses zones jadis en proie de l'insécurité causée par les groupes armés ont été pacifiées. 2 milliers de populations ont regagné leurs villages respectifs à Djougou, Irumu et Maïgi grâce aux opérations menées par les forces armées sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Shomodjoni. À ce jour, les forces loyalistes poursuivent sans désemparer les opérations de traque de groupes armés avec comme objectif ultime la restauration de l'autorité de l'État. C'est toute la province. Au Kasaï-Oriental, la vie reprend timidement dans les 3 villages qui ont connu les affrontements entre communautés dans le secteur de Balouba-Loubilangi, territoire de Katanda. Un calme précaire est observé sur place grâce à l'intervention des éléments de la police mobile. Notre correspondant dans la région, Emmanuel Kalonji, a joint l'administrateur du territoire adjoint de Katanda. C'est un calme précaire qui est observé depuis le matin de ce vendredi 13 avril dans les 3 villages affectés par les affrontements de la semaine passée dans le territoire de Katanda, secteur de Balouba-Loubilangi. Des hommes, des femmes et leurs enfants qui étaient perchés sur les collines de Nyenyempi dans la chefferie des Bakwamulumba et ceux réfugiés dans la brousse ont commencé à regagner leurs villages respectifs. Selon l'administrateur du territoire adjoint de Katanda, Abel Kabouya Malengela, les éléments de la police du groupe mobile d'intervention s'occupent de la sécurité de tous les déplacés internes. L'ATEA Abel Kabouya Malengela rapporte que les villages de Mbumbu, Kalengalenga et Kabeya sont les plus affectés. Depuis le mois de mars dernier, à la libération d'un ancien chef des Benanchimba, la tension est toujours vive. Cette libération n'avait pas réjoui les Benamwembia et Benanchimba. Certains d'entre eux avaient traversé la rivière Mutoyi pour attaquer Kabeya et Kalengalenga, où ils avaient même enlevé 3 femmes, dont 2 épouses du chef. Plus de 400 maisons incendiées, 2 personnes tuées, c'est le bilan officiel établi jusqu'à ce vendredi matin. Et dans la province du Haut-Lomami, environ 400 maisons d'habitation et 3 écoles ont été incendiées suite à un conflit de pouvoir coutumier survenu dans la localité de Kaya Shingomo, groupement de Ilungamula, territoire de Malema-Koulou. Les familles touchées par l'événement appellent les autorités à les assister. La correspondance sur place avec Julien Kassongo. 3 personnes ont perdu la vie à Kayashingo. Nous sommes en territoire de Malembankoulou, groupement de Ilungamula, dans la chefferie de Kayumba, suite au conflit coutumier. Des dégâts matériels sont déplorés. Il s'agit de 400 maisons brûlées suite à ces troubles. C'est un conflit qui oppose 2 camps, l'un suspendu par l'administrateur du territoire de Malembankoulou et l'autre faisant l'intérim du chef des localités suspendu et qui refuse le règne de l'intérimaire. Ce sont des précisions nous données ici à Kamina par M. Ngole Kisuku, administrateur du territoire de Malemba, en séjour de travail sur place dans les Haut-Lomami.
Des dispositions sont prises sur place à Malembankoulou pour retrouver la paix dans cette partie de la province, nous a rassuré M. Ngole Kisuku dans un échange avec nos correspondants sur place. Des sources sur place nous signalent qu'une accalmie s'observe à Kayashingo en attendant la descente des autorités territoriales pour évaluer la situation. Des personnes blessées de ces conflits sont internées dans une structure médicale à Mukanga pour une prise en charge nécessaire. Les députés nationaux ont levé plusieurs options sur la loi électorale lors de la plénière de jeudi. L'Assemblée nationale a par exemple décidé de maintenir la proposition du G13 sur la suppression du seuil de représentativité d'1%. Les élus ont aussi maintenu la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. À mes côtés, pour en parler, Alfred Maïcha, député national de l'UNC. Bienvenue. Merci, madame. Alors, le G13, auteur de la proposition de loi modifiant la loi électorale, avait claqué la porte de la plénière d'hier après rejet de la motion d'ordre initiée par leur collègue Délice Sanga. Et devant la presse, Jacques Joly a, au nom du G13, exigé le respect de l'esprit parlementaire en organisant un débat avant que les options ne soient levées. C'est juste un rappel pour vous fixer. Le G13 reproche au président Mbosso de n'avoir pas favorisé justement un climat de débat. Pourquoi avoir poursuivi la séance plénière en l'absence des initiateurs et de l'opposition? Oui, madame, j'ai beaucoup de respect à l'égard du groupe des 13 parlementaires, co-auteurs de la proposition de loi en cours de débat à l'Assemblée nationale. C'est des collègues de grande facture et d'expérience parlementaire avérée. Mais est-il que c'est des acteurs politiques? Et voyez-vous, en principe, la plénière d'hier ne consistait plus à aucun débat. Parce que le débat avait été clôturé par les réponses du groupe des co-auteurs aux préoccupations des honorables députés. Le vote de recevabilité de la loi avait eu lieu. Lorsque vous proposez un texte de loi, vous êtes député national. Lorsque vous amenez un projet de loi, vous êtes membre du gouvernement. Dès que l'Assemblée nationale se prononce sur sa recevabilité, vous en êtes dessaisi. Vous êtes censé ne plus l'avoir. Ça devient un texte de l'Assemblée nationale. Votre travail, en principe, se limite par là. Vous exposez ce que vous présentez dans la loi. Les honorables députés réagissent à votre proposition. Vous rencontrez les préoccupations des honorables députés. Ça se limite par là. On pose la question à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous recevez ce texte? Si elle dit oui, ce n'est plus ton texte. Ça devient le texte de l'Assemblée nationale. Si elle dit non, eh bien, vous rentrez avec votre texte. L'Assemblée nationale ne l'aura pas reçu. Lorsque l'Assemblée nationale l'a reçu, c'est le cas pour la proposition des collègues, ce texte n'est plus le texte du groupe de 13 à ce jour, c'est le texte de l'Assemblée nationale. Et on ne pourrait plus réouvrir le débat là-dessus. Ça ne peut pas se passer. Ça ne s'est jamais fait avant, ça ne s'est pas fait hier, ça ne se fera jamais après. Alors, pourquoi on a levé les options? Parce que c'est une loi sensible. La loi électorale, pour ne rien vous cacher, c'est la charte de la majorité au pouvoir dans tous les États au monde. En principe, le texte aurait été directement envoyé à la PAJ. Mais la PAJ est une commission technique dont je fais partie, effectivement. Elle n'a pas de pouvoir politique. Alors, pour faciliter la tâche à la PAJ, il a fallu que l'Assemblée plénière se prononce sur les 18 options proposées par les groupes de 13. Après s'y être prononcé,
Nous, à la PAG, le travail devient facile parce que nous allons faire l'écriture de l'esprit qui a été levé par l'Assemblée plénière à travers les options, les unes rejetées évidemment, les autres acceptées. Parlons justement des options, outre les options précitées, lesquelles ont été également retenues. Oui, chaque option a ce qu'elle vise. C'est le sens de la réforme. Nous souhaitons que le prochain scrutin, processus électoral, soit plus transparent, plus inclusif et plus représentatif en ce qui concerne la femme. Exact. Pour ces trois besoins, nous avons retenu l'option de remplacer le seuil de représentativité par le seuil de recevabilité. Qu'en est-il? Exactement. Le seuil de représentativité, ou en français facile, le seuil de répartition de sièges était fixé à 1% au niveau national. Il fallait donc, comme parti politique ou regroupement politique, atteindre au moins 1% des suffrages valablement exprimés à travers le pays pour être appelé à concourir à la répartition des sièges. Si vous ne l'avez pas atteint, eh bien, vous n'aurez rien. Qu'est-ce qu'on a reproché à ce seuil? L'absence de transparence. Le lieu où la CENI s'est réunie pour décider que tel a atteint le seuil, tel ne l'a pas été, ne nous paraissait pas transparent. C'est ainsi qu'on l'a remplacé par le seuil de recevabilité des candidatures, en ceci qu'un parti politique ou regroupement politique ne va concourir aux prochaines élections que si et seulement si, au niveau national par exemple, il a réuni 300 candidats. Merci, merci. On va certainement y revenir, la matière est abondante. Merci Alfred Maïché d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes député national de l'UNC. On vous prendra certainement dans une de nos émissions pour en parler en large. C'est moi qui vous remercie, madame. C'était un mot d'ordre du chef de l'État lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, passer à l'acte dans la lutte contre les embouteillages. Eh bien, le Premier ministre a réuni hier les acteurs clés qui interviennent dans le secteur routier pour réfléchir sur la question. Il a été décidé, au sortir de ces échanges, d'adapter le code de la route et de remettre à l'ordre les conducteurs des motos notamment. On écoute ces directives dans ce compte rendu du ministre de la Communication et des Médias. Comme vous avez suivi le compte-rendu du Conseil des ministres passé, le président de la République avait recommandé au Premier ministre de réunir à nouveau l'équipe gouvernementale spécifiquement sur les questions des embouteillages et de comment on fluidifie la circulation dans la ville-province de Kinshasa. C'est à ce titre que le Premier ministre a présidé cette réunion. Vous voyez autour de moi qu'il y avait le ministre d'État chargé des infrastructures, du transport, le gouverneur de la ville, mais aussi les chefs de l'armée et de la police, parce qu'il est question de regarder comment on fait pour arriver à trouver une solution. Alors, beaucoup des pistes, des propositions ont été relancées, parce qu'il y avait déjà des actions qui ont été menées par les passés, mais qui a un besoin du renforcement de ces actions. C'est ainsi que dans le jour qui viennent, la police est en train de prendre des mesures qui permettront de débloquer certaines voies et de dégager la circulation, mais il y a évidemment des solutions à long terme qui ont été envisagées, notamment le changement de la loi, l'adaptation du code de la route, mais aussi une grande invitation a été faite à la discipline, particulièrement aux motards et à tous ces conducteurs qui ne respectent pas toujours l'autorité établie, parce qu'il a été décidé qu'au cours de cette réunion, la police sera suffisamment renforcée pour que lorsque la police indique les voies à suivre, que tout le monde puisse aligner. Voilà un peu en synthèse ce qui a été dit dans la réunion d'aujourd'hui. En dehors de nos frontières, d'abord aux Émirats arabes unis, décès du président tchèque Khalifa Ben Zayed Al Nahyan ont annoncé ce vendredi les autorités. Le gouvernement du pays du Golfe a décrété un deuil officiel et les drapeaux mis en berne pour une durée de 40 jours, a indiqué l'agence de presse officielle OAM. 74 ans, le chef de l'État défunt s'était fait rare en public depuis un AVC en janvier 2014.
Et puis le G7 affiche son soutien à l'Ukraine jusqu'à la victoire contre la Russie. Déclaration des ministres des Affaires étrangères des pays membres en réunion ce vendredi en Allemagne, au 79e jour de l'invasion russe en Ukraine. La Grande-Bretagne, par exemple, a demandé à ce que plus d'armes soient livrées à l'Ukraine face à la Russie, contre laquelle elle exige des nouvelles sanctions. À Vangels, dans le nord de l'Allemagne, les ministres des Affaires étrangères du G7, composés de l'Allemagne, la France, l'Italie, le Canada, les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni, se montrent soudés aux côtés de l'Ukraine. Et déjà des réactions des 7 représentants faisant. Nous allons continuer dans la durée à soutenir le combat de l'Ukraine pour sa souveraineté jusqu'à la victoire de l'Ukraine. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, c'est la Russie qui est en guerre contre l'Ukraine. Il y a un agresseur et un agressé et nous soutenons l'agressé. Il est très important en ce moment de maintenir la pression sur Vladimir Poutine en fournissant plus d'armes à l'Ukraine et en augmentant les sanctions. Contre les Kremlins, l'unité du G7 a été vitale pendant cette crise pour protéger la liberté et la démocratie. Également présent à la réunion, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, a annoncé une nouvelle aide militaire à Kiev de 500 millions d'euros. Les financements de l'UE pour soutenir l'effort militaire ukrainien sera ainsi porté à 2 milliards d'euros au total depuis le début de la guerre le 24 février. Les ministres des Affaires étrangères du G7, rejoints par leurs homologues ukrainiens Dimitro Kuleba et moldave, Niku Pevsku, sont réunis jusqu'à samedi en Allemagne pour savoir comment soutenir davantage Kiev dans sa résistance à l'invasion russe. Plus de 2 ans après l'apparition de la pandémie Covid-19 avec 2 millions de morts dans le monde, la Corée du Nord a déclaré ce vendredi son premier mort de la maladie. Le virus s'est déjà répandu à travers tout le pays et des dizaines de milliers de personnes sont actuellement isolées et soignées après avoir été testées positives au sous-variant BA2 d'Omicron. Pour limiter sa propagation, le président Kim Jong-un a décidé de confiner le territoire. Allez, on passe au sport. Le ministre des Sports, justement, et loisirs, Serge Condé, a échangé jeudi avec Expertise France, une agence française qui conçoit et met en œuvre des projets qui renforcent durablement les politiques publiques dans le pays en développement et émergence sur des sujets liés à la gouvernance, la paix et la sécurité, ainsi que le climat et la santé, l'éducation et le sport. Représenté par sa directrice générale, Expertise France a évoqué des projets de coopération dans le sport en RDC après s'être devenue une filiale du groupe AFD. On a souhaité, durant cette mission de Paris, de rencontrer le ministre du Sport pour évoquer avec lui des projets de coopération. Expertise France vient de signer un accord pour rejoindre le groupe et la convention d'établissement du groupe AFD en RDC et va pouvoir s'installer. Et parmi les pistes de coopération, le sport nous paraît une piste très intéressante dans la mesure où le sport est un vecteur de développement social, de cohésion sociale. Et ce qu'on a évoqué avec le ministre, c'est déjà sa stratégie, son ambition et ses projets dans ce domaine-là. Et plus particulièrement, on a évoqué la possibilité de coopérer et de monter un projet avec lui pour traiter les populations vulnérables par le sport, et notamment les handicapés, les femmes et les jeunes. Et le ministre nous a présenté son souhait de travailler pour accompagner ces 3 catégories de population par le sport à installer ces populations dans l'insertion sociale. Voilà. Place au rappel des titres. Ouverture d'un séminaire sur l'éthique et la déontologie militaire au sein des forces armées de la RDC par le chef de l'État. Ce dernier a appelé à plus de discipline. G5A appelle à 15 journées de deuil et ville morte. C'est à la suite de la barbarie des groupes armés en Ituri. Le vice-gouverneur de la province a par contre invité la population à ne pas suivre cet appel. Environ 400 maisons d'habitation et 3 écoles incendiées. C'est suite à un conflit de pouvoir coutumier au territoire de Malemba Nkulu dans le Haut-Lomami.
Décès du président des Émirats Arabes Unis tchèque Khalifa Ben Zayed à l'âge de 74 ans, annonce faite par les autorités ce vendredi. Ne quittez pas vos sièges, dans un instant la revue de presse. Et c'est avec Arlette Boutella qui me rejoint dans ce studio et que je suis vraiment ravie de revoir et d'accueillir. Bonjour Arlette. Bonjour Gloria Mbouya. Allez, loi électorale renvoyée à la commission PAJ pour l'examen approfondi. Et oui, Gloria, actualité.cd fait savoir que cette commission est appelée à travailler pendant 10 jours pour ramener un texte potable à la plénière en vue de son adoption et après l'envoyer au Sénat pour une seconde lecture. Le bureau invite la dite commission à tout mettre en œuvre pour réaliser le travail dans le délai, de sorte qu'avant la fin du mois, la loi soit promulguée, car le 15 juin, ce sont les vacances parlementaires. Donc, pas de temps de repos, avec un total de 18 thématiques faisant d'office des dispositions de ce texte du G13 qui ont été passées au peine fin au cours de cette plénière. Renseigne Actu 30 qui confie en même temps que sur ces 18 dispositions, seules 4 ont été adoptées, notamment sur la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Autre disposition, on peut lire sur 7sur7.cd, celle relative à la légalisation du vote électronique en République démocratique du Congo. Par contre, il rejette en bloc la proposition relative à la publication de la cartographie électorale, mais aussi celle de ne pas choisir comme suppléant un membre de sa famille. Les options ont été levées, s'exclame la prospérité online pour la consoeur. La proposition de loi modifiant la loi électorale telle que présentée par ses initiateurs a subi des modifications énormes en l'absence de G13 qui avait quitté tôt la salle de congrès du Palais du Peuple pour fustiger l'absence du débat autour de ces options qui devaient être levées. Sur les 18 points, 12 ont été rejetés et certaines options ont été améliorées. Conséquence, la méthodologie de travail optée par le bureau Mbosso a été cette fois-ci rejetée par le G13. La loi électorale tripatouillée, le G13 voit la fraude tapissée pour 2023, titre ouragan.cd. Pour l'auteur de l'article, les professionnels du forcing sont de nouveau à l'œuvre. Les idées forces de la proposition de loi électorale sont systématiquement charcutées afin de permettre à la CENI de justifier l'inexactitude des résultats électoraux à l'avenir. Mbosso et Mbata s'y accrochent, écrit le journal. Ils veulent faire le lit d'une fraude électorale colorée. Le régime de l'Union sacrée veut sacrifier les meilleurs atouts de la gouvernance électorale congolaise et à ce rythme, les élections de 2023 produiront des faux élus, alerte quelques députés en furie. Fin de délai de grâce, écrit le potentiel online, Gloria, à se dire qu'avec ou sans l'opposition, la machine sera bel et bien mise en marche pour lever les grandes options en rapport avec les propositions faites par les députés de la majorité Union sacrée de la nation. À voir de près, la Chambre basse du Parlement entend pleinement s'assumer pour éviter le piège du temps. C'est déjà maintenant qu'elle doit jouer sa partition dans le processus électoral en mettant à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante les instruments légaux pour l'organisation des prochaines échéances électorales. Dossier François Béas, ces chefs d'État qui se mobilisent, Arlette. Eh bien, c'est à lire sur Jeune Afrique. Sans trop de détails à ce sujet, le sort de l'ancien Monsieur Sécurité de Félix Tshisekedi préoccupe plusieurs présidents de la région chez qui il avait ses entrées discrètement, nous confie l'article. Il dépêche des émissaires à Kinshasa. Au journal de préciser qu'arrêté le 5 février, l'ancien conseiller spécial en matière de sécurité de Félix Tshisekedi a passé la barre symbolique de 100 jours en détention. Incarcéré à Makala depuis le 4 avril, François Béas occupe toujours le pavillon numéro 1 du célèbre pénitencier kinois. 4 de ses collaborateurs ont été conduits le même jour à la prison militaire de Ndolo. Il s'agit de son directeur du protocole, David Chikapa, du collaborateur de ce dernier, Claude Kidicho, du garde du corps Béa, du garde du corps de M. Béa, Jean-Pierre Kalenga, et de son secrétaire particulier, Guy Vanda. Législative 2022 en France, le boulanger militant qui voulait devenir député.
Eh bien, il y a un nom pas trop français quand même. Stéphane Ravaclet affiche bien ses ambitions pour la députation. Gloria célèbre pour avoir effectué une grève de la faim afin d'empêcher l'expulsion de son apprenti guinéen et organiser un convoi humanitaire vers l'Ukraine. Ce boulanger sera candidat aux élections législatives en France, nous confie France24.com. Un candidat atypique qui compte bien apporter à l'Assemblée nationale ses combats pour l'insertion des mineurs isolés étrangers ou la défense de l'environnement. Stéphane Ravaclet mène depuis plusieurs semaines une double vie. La première commence au milieu de la nuit lorsqu'il enfile sa tenue d'artisan boulanger, le métier qu'il exerce depuis plus de 35 ans. Et la deuxième débute en fin d'après-midi. Cette fois, le boulanger à la carrure de rugbyman est réputé pour son franc-parler, endosse le costume du candidat aux élections législatives pour faire la campagne de la deuxième circonscription du Bouddha. La boulangerie ne sera pas au rendez-vous, j'espère. Et vous avez un dernier sujet en sport. Voilà, justement, c'est le titre de Le Monitor qui dit « Le Warrior Serge Condé, félicité pour son implication fructueuse dans la reprise du championnat de la Ligue nationale de football. » Pour le média, le gouvernement vient de reprendre à la requête du championnat de l'élite un pari gagné pour le patron de sport. À quelle requête, exactement, le gouvernement a répondu Gloria à la demande de subvention adressé par la FECOFA. Le gouvernement a remis à l'instance tiers la somme de plus de 299 000 $. Peut-on lire en début d'article, le championnat national de Ligue 1 s'était interrompu suite au non-paiement par le gouvernement de frais de transport de la compagnie nationale aérienne. La balle est donc désormais dans le camp de la FECOFA, dit le journal sportif qui s'est par ailleurs posé la question à quoi cet argent va servir à 2 semaines de la fin de la saison sportive. On le saura dans les prochains jours. Merci Arlette Boutella pour ce tour d'horizon transversal et riche. Merci beaucoup Gloria. Ce sera tout pour cette édition de la mi-journée. Merci de votre attention exigeante. Excellent week-end à toutes et à tous sur Espace 50. Prenez soin de vous. L'actualité reste incontinue.